nous sommes ici pour le troisième volet de ce dictionnaire de design et architecture, et nous continuons à explorer cette idée que existe un code génétique qui rassemble une série d'objets de design et d'architecture, et que les mots que nous avons présentés jusqu'à ce moment, ergonomie, symétrie, proportion, rythme, etc., sont les mots qui construisent ce code. Ce matin, nous continuons dans cette lignée d'interprétation de cette famille d'objets. Encore une fois, j'insiste, on n'est pas en train de donner l'explication de tous les objets d'architecture et design, mais seulement d'une famille d'objets d'architecture et design. Famille d'objets qui sont réglés par une idée de mesure. La question des quantités, nous avons analysé la question de la proportion, la question de la relation entre parties, etc. Ça fait partie d'une logique théorique, mathématique. Donc, la mesure est une chose fondamentale. L'autre aspect que nous avons développé, c'est cette relation entre l'homme et l'architecture, et que l'homme devient le maître de l'architecture. Cette fameuse anthropométrie ou même la question de la symétrie en architecture, synmétros, concerne cette relation entre l'individu et la construction. Ce matin, nous essayons de développer certaines familles d'objets et d'architecture qui utilisent ce code. Ces familles, on peut les regrouper sur 3 noms différents. Les objets classiques, les objets néoclassiques et les objets classiques postmodernes, ou les objets postmodernes avec une vocation classique ou avec une référence classique. Je voudrais commencer tout de suite en vous présentant ce projet. C'est l'ambassade de France à Berlin qui a été fait entre 1997 et 2000. C'est un projet extrêmement important pour la culture française parce qu'il s'agit de l'ambassade française à Berlin. En plus, dans un endroit qui est un endroit extraordinaire, qui est juste à côté de la porte de Brandebourg. Donc, dans les points de vue symboliques, c'est un projet qui a eu un écho européen considérable. C'est une consultation publique, donc on a invité tous les architectes français de l'époque les plus importants, Jean Nouvel, Fingeppel et Christian de Pont-Saint-Parc. Ce projet est gagné par Christian de Pont-Saint-Parc. Christian de Pont-Saint-Parc, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est justement cet extrait que j'ai tiré du compte-rendu du jury qui a donné le prix, qui a donné la commande à Christian de Pont-Saint-Parc. Et dans ce jury, on trouve cette phrase. Le choix du jury s'est porté sur le projet de Christian de Pont-Saint-Parc, projet contemporain et fonctionnel, représentatif de l'esprit classique français. Vous voyez? Donc, je répète, contemporain, fonctionnel et esprit classique français. On est en 1997-2000. C'est vrai qu'ils sont passés un peu plus de 20 ans, mais c'est aussi extraordinaire que, encore il y a 20 ans, on peut parler d'un esprit classique français. Alors, moi, je me demande, quel est cet esprit classique français? Comment se caractérise-t-il? Existe-t-il? Probablement oui. Autrement, le jury ne l'aurait pas écrit. Et qu'est-ce que c'est un classique? Et où ils sont les classiques? Est-ce que c'est correct de parler d'un esprit classique français? Donc, tout ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'aller interpréter ces mots et comment ces mots qu'ils ont fait le classique, comment ces mots ils se sont propagés à travers le temps et à travers les pays, et comment ces mots ont été interprétés pays par pays. Essayons de voir tout d'abord en quoi
ce projet de Christian de Pont-Saint-Parc est contemporain, est fonctionnel et de l'esprit classique. Contemporain, ça me semble évident. 1997, bon, c'est pas aujourd'hui, mais quand même, c'est suffisamment hier. Contemporain, ça veut dire qu'il est proche de nous. Hein? On n'est pas, c'est pas passé 100 ans, c'est passé 20 ans. Fonctionnel. Bah, fonctionnel parce que c'est un projet extrêmement complexe. L'îlot sur lequel le projet a été imaginé, c'est un îlot quasiment complètement fermé de tous les côtés. Il y a seulement deux façades, une vers la porte de Brandebourg et l'autre dans une ruelle latérale assez petite, qui fait que la relation dedans-dehors est une relation complètement fausse, dans la mesure où on est quasiment dans un intérieur, c'est comme être dans une cour. Donc le projet est quasiment tout à l'intérieur. La difficulté aussi consiste à d'avoir une quantité de fonctions extrêmement variées et complexes. Une ambassade, ce n'est pas simplement aller chercher un passeport. Une ambassade, c'est aussi l'espace culturel, c'est aller voir une conférence, c'est une réunion d'État, c'est un cinéma, c'est plein de choses en même temps. Donc quand on a un organigramme si complexe, c'est très difficile pour un architecte de être quoi? Lisible. Or, si vous vous souvenez, la question de la lisibilité, non, en architecture, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ou dans le design, vous vous souvenez, on a vu le temple en morceaux par terre, donc qu'avec des bouts de pierre, immédiatement vous avez identifié qu'il était un temple. Vous avez vu un vase Ming qui part des morceaux et vous avez identifié que c'était un vase Ming. Ça veut dire que certains objets ont une lisibilité immédiate. Et c'est ce qu'essaye de faire Pont-Saint-Parc, en essayant de trouver le moyen de rendre lisible immédiatement cette construction. Et qu'est-ce qu'il fait? Il considère l'espace intérieur comme en étant un espace extérieur. Et il crée 3 immeubles différents, 3 édifices, qui sont lisibles comme si c'était dans une rue, ou comme si c'était dans une place. Qui fait que quand je me balade, je ne suis pas à l'intérieur de quelque chose, mais je suis à l'extérieur de quelque chose en regardant des immeubles qui, manifestement, eux aussi, ont une intériorité. Dedans, dehors, vous vous souvenez, toute la question du temple, la question du péristyle, comment on regarde quelque chose. La question, c'est toujours d'approcher l'objet avec une certaine vision, une certaine approche. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée une promenade tout au long de l'îlot, et sur laquelle on peut se balader en hauteur, et en regardant donc à gauche et à droite, on voit tous les bâtiments. Voyez? Donc là, on a une coupe dessinée à main levée. On voit sous le fond cette promenade. On pourrait déjà avancer qui ressemble un peu à un aqueduc romain, avec des arbres. Donc c'est une promenade plantée qui est bien plus haute que la surface au sol et qui traverse le bâtiment, l'îlot complètement. Quand je vois les coupes de ce bâtiment, on voit qu'une partie est une partie souterraine, mais l'autre partie, elle est totalement à l'extérieur. Et vous regardez, vous voyez les 3 immeubles qui sont à l'intérieur de l'îlot, plus cette partie qui est une partie souterraine, normalement est prédisposée pour les garages. Ça, c'est l'introduction du projet à la maquette. On voit très bien, effectivement, les 3 bâtiments et on voit la promenade, qui est la promenade plantée. Si on regarde l'extérieur, on voit la façade qu'il donne sur la place de Brandebourg. L'autre, c'est une façade accessoire. Ça, c'est une image de synthèse, donc avant même encore qu'elle soit construite. Eh bien, cette construction est une construction qui est faite à l'image du classicisme à la française. Évidemment, on retrouve dans cette image tout ce qu'on a dit pour les images, dans les cours précédents. On retrouve cette question du module. Voyez, donc il y a un élément que, bien qu'il est plus complexe qu'un rectangle, se répète.
On a une question de symétrie, qu'elle est axiale, parce qu'effectivement, ce qui est à droite est égal à ce qui est à gauche, mais c'est aussi modulaire. Ça veut dire que cet élément de la fenêtre, c'est quelque chose qu'on retrouve du début jusqu'à la fin. On a une lisibilité qui se fait par strates. Non, on a un ordre en bas qui est fait avec de la pierre pour signifier l'accrochage au sol, et on a un toit qui est plus fin pour signifier la continuité avec le ciel. C'est typique de la construction classique, le fait d'avoir, vous vous souvenez, la cohérence maximale. Vous vous souvenez, la pierre cassée, le sable qui descendait dans les mains, etc. Ça veut dire qu'il y a des objets qui sont lisibles parce qu'ils sont finis, terminés. Comme on termine un objet, comme on finit un objet, ben, en soulignant la relation avec le contexte. Le contexte, c'est le sol, pouf, on fait un ordre géant avec de la pierre. Le contexte, c'est le ciel. On crée une bande plus serrée et noire pour montrer qu'on dialogue avec le ciel. Typique d'une certaine famille d'architecture. La question qu'on se pose, mais est-ce que le classique dont parle Vitruve au Ier siècle, c'est le même classique du jury du concours de Pont-Saint-Parc? Est-ce que la beauté, et donc la Venustas dont on a discuté la première séance, c'est la même que pour ce projet de 97? Les mots qui concernent cette Venustas, cette beauté classique, ordonnance, disposition, rythmie, symétrie, distribution, convenance, la question qu'on disait de la proportion, etc., sont-elles les mêmes qu'utilise Pont-Saint-Parc? Est-ce que l'esprit classique français, c'est l'esprit classique gréco-romain? Il faut raconter une petite histoire, c'est que Vitruve, il est traduit pour la première fois en français par Claude Perrault. Claude Perrault, il fait la traduction en 1673, et ça c'est la couverture du livre dans lequel il y a les femmes qui sont les allégories de la géométrie, de la mathématique et de l'architecture. Déjà, ça dit beaucoup sur l'entrée, sur ce que Vitruve représente pour Perrault. Perrault, par contre, c'est le même aussi qui a réalisé le projet de l'élévation du Louvre, de la façade du Louvre, donc sous le règne de Louis XIV. Perrault, c'est aussi le chef de l'Académie royale, et Perrault, c'est celui qui a introduit en France le quatrième style. Donc, après le dorique, le ionique et le corentin, il y a le style de Perrault, le style français. Donc, lui, il se met dans une logique de continuité avec le classique, mais on est en 1671. Ça veut dire qu'on est 2000 ans presque après le classique grec et après romain. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que dans cette traduction, on a la possibilité de réinterpréter avec les mêmes valeurs? Pour réaliser la façade du Louvre, concours public, comme pour Pont-Saint-Parc, est invité Gian-Lorenzo Bernini. Donc, je vous montre ça. Bernini est invité à participer au concours pour l'élévation de la façade, et c'est ça, c'est son projet. Évidemment, c'est Perrault qui gagne, parce que c'est Perrault qui fait la culture de l'époque, mais c'est Bernini, vous voyez, là c'est un détail. Et 1664, Bernini travaille dans un contexte qui est l'Italie, qu'on est quasiment au seuil du baroque. On est ce qu'on appelle le premier baroque, voire le baroque. Quand vous regardez la chapelle de San Girolamo avec la statue qui est réalisée dans la cathédrale de Sienne, vous comprenez qu'on est totalement, on a changé complètement de registre, on n'est plus dans une époque classique. On est dans quelque chose qui a mis des années de lumière par rapport à l'expérience gréco-romaine. Il y a
tout le dépassement de l'équilibre, tout le dépassement de la proportion. Le classique essaye de sublimer la puissance. Là, c'est un exercice de puissance exacerbé. Il faut qu'on le voit, il faut qu'on le sente, il faut qu'on soit surpris. C'est exactement l'inverse de tout ce qui est le code classique. Mais c'est Perrault qui gagne. Et c'est lui qui traduit le texte de Vitruve. Perrault, il doit traduire ce concept de Venustas, ce concept de beauté. La beauté au 1er siècle de Vitruve, ce n'est pas la beauté du XVIIe siècle. Perrault, dans sa traduction, explique que la proportion n'est pas une loi de nature, mais plutôt un accord entre architecte, usage et convention. Donnée arbitraire et pas valable pour tout le monde. Ce qui est ce concept de proportion, donc de lien direct entre le corps humain et l'architecture, pour Perrault, c'est pas possible. Ça fait pas partie de sa culture. Descartes est passé par là, le Moyen-Âge est passé par là. Vous comprenez, c'est que totalement, on n'est plus dans ce registre, on verra qu'est-ce que ça veut dire une prochaine fois, on n'est plus dans une cosmogonie. La culture du 1er siècle est une culture qui essaye de trouver un accord magique entre toutes les choses pour créer une unité globale. C'est pour ça que cette unité, on la retrouve aussi entre l'homme et l'architecture. Mais l'époque de Perrault a totalement changé. Et donc, la seule chose qu'il peut dire, c'est qu'il va vers un concept de Venustas qui n'est pas si subjectif, invariable, et qu'il l'appelle beauté positive. Donc, solidité, usage, salubrité, confort. Paramètres que Vitruve place dans l'utilitas. Quand le jury de Pont-Saint-Parc dit l'architecture esprit classique à la française en mettant à côté le mot utilité, eh bien, ça vient de là. Ça veut dire que au 1071, la beauté, la Venustas de Vitruve, elle est traduite non pas comme le système le plus adapté de proportion entre l'homme et l'architecture, mais comme un système positif, solide et confortable. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que cet esprit classique français, il existe bien. Il est certainement issu de l'esprit classique gréco-romain, dont Vitruve se fait porte-parole, mais ce n'est pas exactement la même chose. Qui veut dire que nous sommes face à une famille d'objets dont le code génétique bouge avec le temps. Il acquiert de nouvelles définitions, mais à partir toujours du même noyau dur. Qui veut dire qu'il y a des innombrables classiques qui sont là de les Grecs jusqu'à Pont-Saint-Parc, pour apprendre à les reconnaître, pour savoir comment se positionner face à des objets. Regardons un moment, rapidement, tous les classiques qu'on peut classifier des Grecs jusqu'à aujourd'hui. Ça va? C'est génial, je veux dire, ça existe, alors c'est ça qui est beau. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'en 1997, quelqu'un gagne parce qu'il a fait un projet classique. Et en plus, n'importe quel projet. Un projet qui se doit d'être la vitrine de la modernité. Qui veut dire que ce code est toujours opératif. Ce noyau, il est toujours fertile. Et il le sera jusqu'à la fin des temps. S'il a survécu du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à nous, pourquoi il ne doit pas continuer à survivre? Il serait intéressant de savoir pourquoi. Posons-nous la question. On va répondre après. Classique grec et Grèce et la Grande Grèce. Vous avez la Grèce, donc la Grèce est au centre, et après, ils occupent une grande partie des côtes de la Méditerranée. Plus spécifiquement, la Grande Grèce, c'est l'actuelle Italie du Sud. Le Parthénon, donc, Athènes, Agrigente, Grande Grèce, aujourd'hui Sicile. Les règles sont absolument les mêmes. Objet d'exportation extraordinaire. Donc, comme si c'était monté et démonté d'un pays à l'autre. C'est représentatif d'une culture qui est la culture classique grecque.
on est encore dans la Grande Grèce, donc on est à Paestum, ancienne Poséidonia, donc encore aujourd'hui l'Italie du Sud. Voyez. Vitruve, 1er siècle, écrit le texte donc, que nous connaissons, le De Architecture, et pour la question du temple, récupère toutes les règles du temple grec, avec une sensibilité différente, avec des formes parfois différentes, avec des divinités qui ne sont pas exactement les mêmes, mais on est dans une production d'objets qui est en continuité avec la production grecque, à l'exception de l'invention de la voûte et du béton, qui fait qu'on a des constructions totalement nouvelles, entre guillemets, comme la coupole du Panthéon, ou comme la basilique de Maxence et Constantin à Rome. Un système de construction qui est inventé par les Romains et que n'a pas de référent dans la tradition antique. On verra dans le cours sur la question de la modernité comme ce moment-là, voyez, quand il y a innovation, il n'y a plus de tradition. C'est-à-dire que Vitruve, pour le temple, raconte ce qui est le temple grec, mais pour la basilique, non. Et la basilique est une fonction qui n'existe pas à l'époque grecque. La basilique, ce n'est pas la basilique religieuse pour les Romains. La basilique, c'est une sorte de bourse, c'est comme une autre bourse de commerce. Il y a des échanges de marchandises, il y a des échanges, même la loi, il y a des jugements qui sont donnés à la basilique. L'aqueduc qui est fait avec Axe. Donc c'est toute une nouvelle technologie qui est mise à disposition. Donc on peut dire que déjà le classique romain, ce n'est pas le classique grec. Pas exactement. La production du mobilier, alors il est très difficile d'imaginer une production du mobilier grec, donc ça c'est une production de mobilier romain, avec des espaces qui sont construits à l'intérieur de la maison, donc là c'est la cubicola, c'est la chambre à coucher, là on a un triclinium, c'est la pièce à laquelle on mange et on reçoit les invités, avec ces tricliniums, ces lits, sortes de lits sur lesquels on reste allongé pour manger. Imaginez que au niveau du design et des appliqués, c'est extrêmement intéressant. Ce triclinium, vous avez le lectus genialis, que c'est le lit double. Vous avez le lectus cubicularis pour dormir. Vous avez le lectus discubitorius et le triclinium pour manger et discuter. Vous avez le lectus lucabrutarius studendi pour étudier et le lectus funebris qui est le lit funéraire. Vous voyez la panoplie d'objets que vous avez pour réaliser la même chose. Alors, là c'est un escabeau en bronze qui vient de Pompéi et qui est au Musée archéologique national à Naples. Ça, c'est un tripode, il est toujours au Musée d'archéologie nationale de Naples. Tout ça, ça vient de Pompéi et d'Herculanum, comme aussi cette table, qui est une table pliable, hein, qui vient aussi de Pompéi. Hein? C'est pas un tripode? Ça, alors, un tripode, c'est un piétement avec 3 éléments, donc c'est ça un tripode, et il peut contenir un cratère. Un cratère, on peut y mettre du feu, on peut y mettre du vin, on peut mettre ce qu'on veut. On arrive au VIe siècle jusqu'au XIIe siècle, on est donc à la fin de l'Empire de Rome, et on a ce qu'on appelle le classique romain. Donc le style romain garde toutes les caractéristiques de la classicité, donc la même technologie, la voûte, les courbes, les murs épais. On ajoute quand même un parti sculpté assez important, mais on retrouve les mêmes relations d'équilibre, de proportion entre les parties. Évidemment, on n'a pas d'objets de cette époque, mais on peut les trouver représentés, par exemple ces sièges
même c'est des trônes, c'est la vision des trônes de Giotto qui se trouve dans le cycle des histoires de Saint François à d'Assise, ou bien on a la représentation de cet espace, l'Annonciation de Sainte-Anne, dans la chapelle des Scrovegni à Padoue, dans laquelle on voit comment ces constructions ont été réalisées. On arrive au XIVe siècle, donc on a passé le Moyen-Âge, qui évidemment utilise un autre code, qui n'est pas le code classique, donc fera objet d'une autre séance, et on arrive, donc on est entre le XIVe, donc à la fin du 1300, et on est au XVIIe siècle. C'est ce qu'on appelle le classique Renaissance. Déjà, il y a deux périodes de la Renaissance, disons qu'il y en a un seul. Vitruve est traduit à cette époque, au XVe siècle, par Alberti. Il y a d'autres traductions qui sont plus ou moins de la même période, et on a à nouveau une production architecturale qui se fait à partir de ce trait. Alors, là aussi, c'est une interprétation, naturellement. Pourquoi c'est une interprétation? Une interprétation surtout parce que Vitruve, il laisse un texte sans image. Le fameux homme de Vitruve qu'on a déjà vu, de Léonard da Vinci, il est fait à ce moment-là. C'est une représentation de la Renaissance, de ce qui est l'idée de l'architecture classique. Sans parler du fait qu'il n'y a plus le référent. On ne voit pas. Les fouilles ne sont pas encore été trouvées. On les a trouvées bien après. Donc, et toute une image, et toute une abstraction, et toute une rêverie qui se construit à partir de quelques références, et surtout de ce texte de Vitruve. Le baptistère de Saint Jean-Baptiste est encore quelque chose qui est imprégné de la culture romaine, mais après, on rentre complètement dans un classique Renaissance. Ça, c'est l'église Santa Maria Novella, qui est faite à partir des proportions de Vitruve. C'est la même chose par le petit temple de San Pietro a Montorio de Bramante, nous sommes en 1502-1510. San Lorenzo, on est en 1418. La façade, elle est faite par Michel-Ange, mais elle n'a jamais terminé. La basilique palladienne, 1549. Vous voyez, là, on arrive déjà à la fin de la Renaissance. La Villa Rotonda de Palladio à Vicenza, et Palladio, lui aussi, écrit un traité d'architecture. Les 4 livres de l'architecture. Donc, il y a toujours cette nécessité de réinterpréter le code antique et de le réinterpréter selon la culture du goût. Ce que vous voyez là, ce n'est pas un temple, mais c'est une maison. Ça veut dire que là aussi, il y a une sorte de migration de codes qui vont du temple classique à la maison. C'est comme si c'était 4 temples qui s'étaient encastrés l'un dans l'autre, chose que Vitruve n'aurait jamais pu faire, ou l'époque classique n'aurait jamais produite. Le centre de la Renaissance, faisons gros, c'est l'homme et la ville. L'homme découvre la dimension urbaine après avoir passé des centaines d'années fermés dans des petites localités qui étaient typiques de l'organisation du Moyen-Âge. La ville et l'homme devient le centre de la culture de la Renaissance. Tout le mobilier ne fait que reproduire des objets qui sont quasiment, qui évoquent symboliquement des objets qui sont des objets urbains. Voyez, donc des loges. L'autre c'était une alcôve qui semblait une pièce. Et on revient au classique français, à la gloire de Louis XIV, donc on est au XVIIe siècle. On retrouve effectivement l'élévation de la façade de la colonnade du Louvre de 1667. Mansart, par exemple, l'église Notre-Dame de Val-de-Grâce, qui est de 1645, dans le 5e arrondissement. Naturellement, le château de Versailles, jusqu'à arriver au Petit Trianon à Versailles. Mobilier, ça c'est un secrétaire du 18e. Ici, on a une des 8 tables qui sont dans le pavillon royal du château de Marly. Là aussi, on retrouve encore cette idée de classique. Vous comprenez bien que ce classique, c'est aussi une architecture qui fait le jeu du pouvoir. Hein. Donc,
À chaque fois qu'il y a une installation ou une réinstallation, on ressort ce classique. C'est un objet de propagande exceptionnel. Encore arrivé, on verra, jusqu'à l'époque fasciste. Le néoclassique, 18e, 19e siècle, ça se fait cette fois-ci en présence de la réalité. Et il y a les découvertes d'Herculaneum de Pompéi qui sont faites plus ou moins à cette époque. Alors, on savait qu'ils étaient là, on avait fouillé, c'était une fouille, ça s'appelle d'extraction. On faisait des trous, on récupérait du mobilier, on récupérait des statuaires, on récupérait des bijoux, mais après on récomblait le trou. La systématisation des fouilles a commencé à cette époque. On met à la lumière du jour non plus les objets rares, les objets précieux qu'on va vendre chez les antiquaires, mais la construction tout de même. Donc ça veut dire que les deux villes qui ont été ensevelis au 1er siècle, en 79, Herculaneum et Pompéi, ils voient le jour pour la première fois à ce moment-là. Et toute la culture, elle est prise entre deux excellences. D'un côté, le primat de la culture grecque, qui est porté par Winckelmann, et le primat de la culture romaine, qui est porté par Giambattista Piranesi. Quatremer de Quincy écrit son dictionnaire historique d'architecture et on a des productions qu'on appelle néoclassiques partout en Europe, comme la cathédrale de Saint-Paul à Londres, 1710, le Panthéon à Paris, dans le 5e, 1757, l'église de la Madeleine, toujours pour citer des objets qui sont tout près de nous, ou la porte de Brandebourg à Berlin, et même le Capitole aux États-Unis. Donc, c'est toujours cette idée de consolider la communauté et le pouvoir en utilisant ce langage classique. Charles Percier, L'Arc de triomphe du Carrousel, 1808, on est arrivé donc déjà au 19e, et ces deux Percier et de Fontaine, le recueil de la décoration intérieure comprenant tout ce qui a rapport à l'ameublement et qui trouve le jour à cette période, avec la fameuse production des deux. Ça, c'est un tripode qui se trouve au musée des Arts décoratifs de Paris. Ça, c'est un fauteuil à gondole avec un coudoir qui est en forme de cygne, où nous avons un tabouret à X qui reprend le tabouret romain qui est typique de cette forme. On est arrivé au 19e siècle, donc, et on rentre dans le 20e. La première œuvre française du 20e siècle, c'est le Grand Palais, 1900. Et là aussi, on reprend ce qu'on appelle un style donc classique de Beaux-Arts, qui va se caractériser dans chaque pays avec un nom particulier. En Angleterre, ça s'appelle l'architecture victorienne, au style Napoléon III, en Allemagne, ça s'appelle le style wilhelmien, en Italie, architecture hubertienne, etc. C'est une période qui encore évoque le classique, mais qui doit se confronter avec une nouveauté qui est l'usage du fer et qui est l'usage du verre, donc les fameuses cupoles du Grand Palais, comme les galeries italiennes, mais qui ont encore cette forme qui est une forme classique. On arrive ainsi, on est en 1900, en 1915, donc Hôtel de Ville de San Francisco, 1937, Palais de Tokyo, parce que toute cette culture du classique qui va réapparaître en Italie pendant la période fasciste, parce que Mussolini, pour réinverdir la puissance italienne et sa puissance, récupère encore une fois le style romain, qui est le style fasciste romain. Paris, le mobilier national, ça c'est Auguste Perret, construction en béton armé, mais encore avec des colonnes. Voyez? Donc, tellement est forte cette symbolique du classique, et même là où on a une toute nouvelle technologie que le béton armé, on utilise encore quelques éléments qui sont des éléments classiques. Bureau Art déco, on est autour de 1930, table salle à manger
on appelle ça Art déco. Alors, on a l'Art déco et l'Art nouveau de la même période. Disons qu'il y en a un qui a un style un peu plus massif et géométrique, l'autre un style un peu plus fleuri, et qui évidemment fait référence non pas au classique, mais fait référence à autre chose. Ça, c'est une coiffeuse et avec son pouf d'époque. Terminons avec la dernière période. Donc, après, on a toute la modernité, Mies van der Rohe, Le Corbusier, qui évidemment crée une production qui n'a rien à voir avec ce code que nous essayons d'explorer. Et il faut arriver aux années 70, d'abord aux États-Unis, en Europe et en Italie. On a la première biennale de Venise de 1980, qui est pour la première fois dédiée à la question de la postmodernité. Qu'est-ce que c'est cette postmodernité? On essaye, en 1980, après 2 guerres mondiales, après la modernité, après l'international style des années 60 et des années 50, de retrouver du sens. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va se retourner vers le passé. Aldo Rossi, Palazzo Hotel, ça c'est au Japon, 1989. Piazza Italia de Charles Moore, dans la Nouvelle-Orléans, donc aux États-Unis. On retrouve le modèle de la place italienne, y compris Michael Graves. Ça, c'est une construction de Disney, dans laquelle, au lieu d'avoir des colonnes, on a les 7 nains. Et en Italie, mais ça on verra, ça sera spécifique quand on parlera de la question de la postmodernité, Alessandro Mendini, ça c'est le fauteuil de Proust de 1978 qui reprend encore une forme classique, mais on la détourne avec ce tissu. Il s'appelle de Proust. Ça veut dire que évoque un sentiment qui est un sentiment qui est lié toujours à la classicité. Ricardo Bofill, 14e arrondissement de Paris, pas loin d'ici, une colonnade avec des colonnes qui sont en miroir. Toujours Ricardo Bofill, Noisy-le-Grand, 1983. Voyez comme ce style, il est absolument permanent. Michele De Lucchi, 1980, design. La chaise, donc postmoderne. Voyez, on retrouve quelque chose qui, malgré la singularité de l'objet, évoque encore une fois le classique. La librairie, symétrie, modularité, le même élément, cet objet qui se reproportionne jusqu'à créer un objet unique, une colonne qui est une librairie, toujours Alessandro Mendini, et on termine avec toujours une œuvre d'Alessandro Mendini, c'est une bibliothèque qui s'appelle Le Tempietto, le petit temple, dans lequel chaque élément, c'est la représentation d'un temple. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Dans le premier épisode, nous avons analysé les 3 objets qui sont communs à tous les objets d'architecture et qui sont cités par Vitruve. Quantité, qualité, relation, faisant référence à Aristote. Dans la deuxième vidéo, nous avons analysé spécifiquement comme ce code classique tisse le lien entre les dimensions de l'homme et les dimensions de la construction, à travers un système de proportions. Ce code classique, il subit des transformations, des mutations dans le temps. Il est classique, gréco-romain, mais après il est classique aussi dans l'art du Moyen-Âge, il est classique à la Renaissance, il est classique aux Beaux-Arts, dans le néoclassicisme, jusqu'à arriver à la postmodernité. À chaque fois, il réinterprète le socle du génome pour le transformer. Et il le transforme seulement dans un aspect qui est la question de la beauté, qui évidemment se particularise pour chaque époque et selon la culture d'une époque. Autrement, cette relation à la règle, cette relation à la mesure, cette relation à la lisibilité, cette relation à la modularité reste la même. Tout objet qui sont faits pour être vus, tout objet dont la théorie qui est derrière elle est même plus puissante que l'objet lui-même, ont une origine qui est une origine classique. Theos ria
faire un spectacle de la théorie, mettre en spectacle la construction. C'est la raison pour laquelle vous voyez des bouts de pierre au sol et vous retrouvez le temple. C'est parce que la règle pour le construire, elle est tellement forte et tellement puissante qu'elle existe malgré l'absence du temple. Je termine aujourd'hui. On se retrouve dans 2 mercredis et on essaye de commencer à travailler sur le code anticlassique, comme il dirait Zevi. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Il existe un autre code qui ne se fait pas en opposition au code classique. Il existe pour moi un code qui est moderne, et donc, comme pour le classique, on va voir le pas de faire.